Après un temps relativement long de déconnexion entre vous et nous, rétablissons ces relations et en commençant par vous dire bonne année. Pour ce numéro, les tout premiers de l'an 2022, les plateaux, nous vous les présentons en commençant par la droite avec... Angèle Makombo, je suis présidente nationale du parti politique dénommé la Ligue des démocrates congolais, en sigle LIDEC. Et la LIDEC est membre de l'Union sacrée de la nation. Je suis heureuse, comme nous tous, d'être de retour et de vous voir en pleine santé, Monsieur Kalonda. Merci beaucoup, Madame Angèle. Alors... Moi, c'est l'ingénieur Maïra. Je suis fermier pratiquant, agronome de formation, mais je suis aussi acteur de la société civile. Acteur de la société civile et fermier, surtout fermier. Le pays ne peut compter que sur les fermiers. Et avec des fermiers, je pense qu'on va réduire les importations de produits alimentaires. Oui, ils sont soutenus. Ok. L'État, c'est devoir de vous soutenir. À notre gauche. Merci beaucoup, Monsieur Noël. Moi, c'est Mami Abongo. Je suis analyste politique. Heureuse de vous retrouver, Monsieur Noël, après plusieurs mois, pardon. Et bonne année et bonne fête de Saint-Valentin pour demain. Ok, merci. La fête de Saint-Valentin, bon, c'est une notion étrangère, hein? Alors, le suivant, c'est le DG Gonzo. Merci beaucoup, directeur, et merci de m'avoir invité. Je suis professeur Gonzo, professeur d'université, sur le plan local, régional et puis international. Et je suis aussi membre permanent du Conseil scientifique des Nations Unies sur le climat, pour la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, qui est à Addis Abeba. Donc, mon rôle, c'est de faire une analyse scientifique qui doit absolument être objective, sans tenir compte des positions des partis politiques ni de la société civile. Merci beaucoup. Ok, vous êtes scientifique. Les scientifiques sont à la disposition du pays et le pays doit compter beaucoup sur les scientifiques. Ok, l'émission de ce jour a retenu comme plat, c'est l'enseignement supérieur et universitaire. Ça, c'est le point de départ. Comme vous le savez, un pays qui n'est pas de regard attentif sur l'enseignement, c'est un pays qui ne peut pas progresser. Il y a le malaise au Parlement, donc à l'Assemblée comme au Sénat. Nous allons essayer de décortiquer la situation et proposer des solutions pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, peuvent nous entendre. Un autre point que nous allons aborder, comme vous le savez, la République démocratique du Congo était en procès contre l'Ouganda qui avait fait la guerre sur notre territoire contre un autre pays étranger, le Rwanda. Et l'Ouganda, à son temps, a été condamné à payer à la République démocratique du Congo 11 milliards de dollars. Et vous savez ce qui vient de se passer? L'Ouganda ne pourra donner que 320 millions. Et nous allons terminer par tirer des leçons sur ce qui vient de se passer au Cameroun. Toutes les nations de l'Afrique étaient là. Même les petits pays, comme les Comores, étaient là à la Coupe d'Afrique des Nations, sauf le grand pays sportif qui est le nôtre. Voilà, mesdames et messieurs, le plat que nous vous avons réservé. Commençons par l'enseignement. À l'enseignement supérieur et universitaire, nous apprenons qu'il y a des innovations. Pouvons-nous dire qu'il y a vraiment des innovations, professeur? Merci beaucoup, directeur. Oui, je dois dire qu'il y a des innovations réellement. Parce que depuis 2014, notre pays est entré dans le processus de Bologne pour essayer un peu de nous amener vers ce qu'on appelle le système LMD. C'est-à-dire un système
qui ne sera constitué que de 3 cycles. La licence, la maîtrise et puis les doctorats. Cela signifie que le système des graduats va disparaître. En fait, le cycle de graduats va disparaître. Et que l'étudiant ne fera que 3 ans pour avoir une licence. Et après la licence, il peut faire 2 ans de master. Et après, il peut faire un doctorat. Ça ne sera plus un tabou. De ce côté, de ce point de vue, à mon avis, c'est vraiment c'est une très bonne réforme déjà. Mais le problème, c'est que nous sommes en train d'emprunter des concepts étrangers qui ont des soubassements et que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas, notamment les soubassements d'ordre logistique. LMD veut nous amener dans un monde où tout est digitalisé et il veut que l'étudiant puisse aussi devenir un des coproducteurs de la connaissance. Donc ce n'est plus un étudiant qui est toujours là assis en train d'attendre les profs, mais l'étudiant vient aussi avec la connaissance et contribue au cours. C'est déjà bon. Et de deux, les jeunes étudiants qui entrent à l'université, il peut terminer juste après 3 ans, il a une licence. Il peut être utile à la société, il peut être utilisé dans les entreprises. Cela veut dire qu'en réduisant les cycles de licence de 5 ans à 3 ans, les cours deviendront très intensifs. Si habituellement nous faisons 780 à 8 heures de cours par an, mais dans l'LMD on peut aller même à 1200, parfois 1300 ou même 1400, ça dépendra des filières. Donc c'est vraiment une innovation. Mais les prérequis de ces systèmes, nous devons vraiment d'abord les maîtriser. Dans un pays où vous avez autant d'institutions dans les milieux ruraux, où il n'y a même pas d'électricité, et vous demandez à l'étudiant de contribuer, il n'y a pas de bibliothèque, il doit chercher une bibliothèque en ligne, y accéder. Bien sûr que nous avons le téléphone mobile, mais combien d'étudiants ont de l'argent pour acheter des crédits, etc. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des préalables qu'il faut d'abord respecter. Quand est-ce que ces innovations sont introduites chez nous? C'est à partir de la loi de 2014. La loi de 2014 institue le système LMD en République démocratique du Congo. Le professeur Théophile Mbemba a commencé progressivement à instiller des éléments qui permettront que le système puisse être implémenté dans tout le pays. Et j'ai beaucoup apprécié la façon dont les ministres qui sont succédés ont abordé le problème. Par exemple, quand Théophile Mbemba quitte, Steve Mbika il vient, il fait un premier état des lieux, il trouve qu'il y a un manque criant des compétences. Parce qu'en LMD, pour être enseignant à l'université, il faut d'abord avoir une maîtrise. Donc l'assistant doit d'abord avoir une maîtrise. Et Steve Mbika dit il faut d'abord former alors des maîtres pour prendre la relève. Et il fait un effort dans ce sens-là. Il part, Thomas Louaka vient, il fait encore un état des lieux, il se rend compte que non. Il faut d'abord renforcer l'autorité des conseils d'administration. Parce que ce sont eux qui doivent gérer les programmes. Et aussi renforcer au niveau programme. Donc, les compétences. Théophile Mbemba est l'initiateur. À mon avis, c'est Théophile Mbemba qui est vraiment le moteur de ce système. Le moteur des systèmes. De ces systèmes. Mais avec Théophile Mbemba, on l'a appliqué ou pas du tout, Théophile a commencé par des essais. Il avait choisi des institutions pilotes et des facultés pilotes qui devaient tenter de commencer avec LMD pour voir un peu comment ça pourrait être appliqué à la langue. Et à ma connaissance, ceux qui ont commencé, ça va quand même, il y a eu des difficultés, mais quand même, à ce niveau-là, il avait choisi des institutions qui avaient quand même des compétences pour pouvoir le faire. On devait faire une évaluation pour voir si ça marche ou pas. On peut encore étendre ça à d'autres institutions. C'est que les autres ont seulement laissé ces institutions qui étaient pilotes à produire les premiers résultats. Et nous avons vu qu'ils ont présenté des difficultés dans les rapports, etc. Mais récemment, tout d'un coup, le ministre s'est dit ça doit être appliqué chez tout le monde. Mais c'est tout le monde là. C'est tout le monde, c'est avec l'actuel ministre. L'actuel animateur de l'enseignement supérieur universitaire. Il a dit le 5 janvier, toutes les institutions de la République démocratique du Congo doivent appliquer le système LMD. Et je pense qu'il avait des bons mobiles, parce qu'à son avis, on ne peut pas avoir deux systèmes concourir au même moment. Mais ici, le problème, c'est quoi? C'est de pouvoir faire une transition. On devait d'abord faire une transition, laisser l'ancien système courir pendant que l'autre est en train d'entrer progressivement. Et les autres ministres ont vraiment suivi cette logique-là. Mais lui dit du coup. Mais vous prenez une institution qui est, par exemple, bon, je ne vais pas citer des coins, sinon on va me dire que je suis contre un coin. Mais je dis à l'intérieur, où le DG ou le recteur est licencié
les secrétaires généraux académiques licenciés, les secrétaires généraux administratifs, peut-être un gadier ou quoi. Et l'AB, c'est un D6. Vous voulez que ces gens ici appliquent les LMD chez eux? Parce que la loi dit qu'ils doivent d'abord être, au minimum, avoir une maîtrise. Et de deux, les étudiants doivent avoir des bibliothèques équipées pour qu'ils puissent contribuer à la connaissance. Donc, quand on voit les prérequis du système, je donne raison au président de la République. Nous n'avons pas encore atteint ça. Et nous ne pouvons pas entrer dans ce système maintenant. Puis, cherchons plutôt à étendre ces poules-là des pilotes, qu'ils puissent en avoir un peu plus nombreux. Comme ça, on va voir quelles sont les difficultés dans tel coin, tel coin, tel coin. Et on peut encore voir comment on peut étendre ça progressivement. Même si ça prenait 10 ans, moi je crois que ça vaut la peine. Sinon, nous resterons de former des gradués qui seront appelés licenciés aujourd'hui et demain. Et les maîtres seront appelés maîtres, mais ils sont des licenciés. Ça ne servira pratiquement à rien. Autant bien garder l'ancien système si c'est ce que nous voulons faire maintenant. Ce que nous faisons maintenant n'est pas correct. Je dis bien que je ne suis pas un prophète des malheurs, mais si 2022, nous implémentons l'MD dans toutes les institutions du Congo, nous tuons ce système académique. Nos produits ne seront pas valables sur le plan international. Ils ne peuvent pas compétir avec les autres. Pourtant, LMD veut qu'il y ait mobilité entre étudiants et étudiants, professeurs et professeurs. C'est-à-dire que vous devez avoir les mêmes compétences pour faire cette mobilité-là. Et pourquoi est-ce que la proposition de Théophile Mbemba d'avoir des écoles pilotes pour essayer d'expérimenter ces nouveaux systèmes n'est pas suivie? Pourquoi? Bon, là, c'est le ministre. Hein. Chaque ministre vient avec son autorité et sa façon de voir les choses. Mais je pense que si les ministres se référaient au conseil d'administration, ils n'allaient pas faire ça. Parce que les conseils d'administration ont un avis clair. Ces systèmes, nous ne les maîtrisons pas encore. On ne peut pas y aller comme ça, comme des moutons. Et je pense que le ministre n'a pas consulté les conseils d'administration. Il vient. Et je vous donne un exemple. Nous sommes allés, moi je ne suis pas allé, mais j'ai suivi à la télévision, aux États généraux, n'est-ce pas? Oui. Ah bon, on a adopté autant de recommandations. Qui sont tenues à Lubumbashi. Immédiatement rentré, je ferme. Mais ça prend encore beaucoup de temps avant que le conseil de ministres se réunisse pour dire nous adoptons les recommandations. Ça signifie que les trains étaient déjà partis. Et celui qui conduit les trains ne connaît même pas, nous allons où? La destination, on ne connaît pas. Et en plein voyage, on lui dit écoutez, changer de destination, ce n'est plus Kenge, mais nous allons à Lubumbashi. Ce n'est pas comme ça qu'on doit mener une réforme. Ça doit être une réforme éclairée, bien planifiée, et nous y allons étape par étape. Sinon, nous allons sombrer. Moi, j'aurais honte de dire que je suis professeur du Congo. D'ailleurs, déjà avec l'ancien système, on ne nous considérait pas. Et avec un système qui va encore chambarder tout, j'aurais vraiment honte et je souhaitais peut-être aller ailleurs. Oui, tous ici, vous avez passé par le banc de l'université. Mahindra, qu'est-ce que tu penses de ces nouveaux systèmes tels qu'appliqués, généralisés sur toute l'étendue du territoire, sans avoir expérimenté dans 3 ou 4 institutions? Moi, je pense que le professeur est mieux placé. Il vient de placer des mots qu'il faut. Nous autres, bien sûr, nous sommes intéressés par le secteur parce que nous avons des enfants dedans. Mais ce que nous remarquons, c'est seulement que on ne sait pas où est-ce qu'on conduit nos enfants. Où est-ce qu'on conduit nos enfants? Donc, c'est tout un problème. D'abord, les années académiques. On sait que l'Assemblée, par exemple, le Parlement ouvre au mois de mars, le 15, ferme, tout ça. On connaît le calendrier. Quel est le calendrier à l'université? Le 5, ça commence quand? Ça s'arrête quand? Parce que ce que moi je remarque ici, c'est qu'il y a des collations toute l'année. Donc de janvier à décembre. Donc vous passez là-bas, il y a des sifflets, collations en janvier, en février, en mars. Donc en fait, il y a quand même un problème au niveau du secteur. Et quand aller dans... Bon, moi j'ai un fils qui est chez les catholiques à Loyola, donc à Kimwenza. Là, ils ont opté pour ce système depuis un certain temps et ils sont en train de le maîtriser à leur niveau. Mais au niveau des instituts de l'État, si on peut dire ça comme ça, bon, je ne sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, nous avons des inquiétudes, nous, en tant que parents, parce que pour avoir été à l'université, je sais que quand j'étais à tel niveau, j'avais tel langage, j'avais telle réflexion, tout ça, mais nos enfants aujourd'hui, c'est quand même un problème. Donc je me dis,
où est-ce qu'on nous amène? Je n'ai plus qu'un élément, le calendrier académique. Nous, de notre temps, c'était le 15 octobre qu'on allait à l'université. Et on arrêtait le 15 juillet. Les 3 mois, nous étions en congé. Donc le 15, et c'était ça. Partout, les amis qui étaient à Lubumbashi, nous qui étions à Kisangani, on savait qu'on va se rencontrer à partir du 15 juillet. Mais maintenant, par exemple, ici, on a dansé le 5 janvier. C'est du 5 janvier à quelle autre date? J'ai déjà un enfant qui vient de faire 7 ans pour une licence de 5 ans. Ça va aller jusqu'où? Donc, il y a quand même quelques problèmes dans les secteurs. Et quand vous ajoutez des innovations qui arrivent sans être synchronisées avec ce qui a précédé, ça va encore compliquer la donne. Donc, je ne sais pas, franchement, nous avons quand même des soucis. On a quand même des soucis parce que ce sont ces enfants-là qui devront demain faire ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps. Alors, Madame Angèle, vous avez... Oui, Quand vous observez, vous pensez que les innovations telles que nous le faisons maintenant, c'est comme ça que ça devait se passer? Pas du tout. Je pense que le professeur Gonzo nous a bien ramassé les difficultés et on peut ne pas avoir d'enfants dans le système universitaire congolais, mais en tant que Congolais, je suis profondément préoccupé. Mandela l'a dit avec force, l'éducation, l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et nous voyons que dans notre pays, on a un ministre qui, on dirait, est plus intéressé par des effets d'annonce. Hein. États généraux, on arrive, on annule comme ça des instituts sans tenir compte des enjeux, sans tenir compte des problèmes que ça peut poser. Et les décisions, la manière dont il mène sa barque, je crains que ça va encore plus baisser la qualité de l'enseignement au Congo. Et un leader qui se respecte doit savoir écouter les partenaires avec qui il travaille, doit savoir comprendre les enjeux. Et ces partenaires, les premiers en tout cas, ce sont les professeurs, les enseignants. Mais je suis dans un milieu familial où il y a pas mal de professeurs, des collègues au Conseil économique et social, des éminents professeurs. Bon, ils vous disent, le ministre n'écoute pas. Ce ministre n'écoute pas. Alors, comme ça, vous avez parlé de transition, évidemment. C'est le bon sens même. On change de système. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on l'applique. Il faut une transition. Il faut des instituts peut-être pilotes où on voit comment la réforme est mise en œuvre. Et je voudrais aussi mettre l'accent sur le manque d'infrastructures. Hein. Et on l'a vu dernièrement, le président, quand il a fait sa tournée dans le Grand Kassai, je ne me souviens plus dans quelle ville il était, les étudiants avaient des grandes pancartes écrivant « Nous n'avons pas de bibliothèque, nous n'avons pas de livres ». On va s'attaquer à ce genre de problème quand? Vous pensez vraiment qu'un système LMD peut fonctionner sans livres, sans bibliothèque, sans Internet? C'est du rêve. Mettons ça d'abord en chantier, voyons là où il y a des difficultés et on redresse les choses. Et c'est ça qui est dommage dans notre pays, dans différents secteurs. C'est pas seulement l'éducation, mais l'éducation, c'est un secteur clé parce que si on le néglige, eh bien on hypothèque l'avenir de la RDC. Absolument. Donc je n'arrive pas à comprendre. Mais un autre aspect que je voulais toucher, c'est moi ayant étudié dans le système LMD, eh bien, il y a eu des réformes dans des pays comme la France, la révolution de mai 68. Ces questions étaient au cœur des débats. Eh bien, les étudiants disaient, en tant qu'étudiants, nous sommes des futurs bâtisseurs, des futurs entrepreneurs, des futurs politiques, etc. Il faut, pendant que nous étudions, que nous ayons le temps aussi de travailler, d'être en contact avec, de se frotter au monde du travail. Mais quand on voit en RDC,
l'étudiant, on l'appelle de 9h, parfois il arrive là à 8h, jusqu'à 17h. Mais quand est-ce qu'il va être... il aura le temps de se frotter. De travail. Exactement. C'est un réel problème. Alors vous voyez des jeunes qui terminent, licenciés ou quoi, mais expérience, vous le sentez totalement déconnecté du monde du travail. Absolument. Eh bien ça, il faut y penser, et on peut y penser, avancer dans ce genre de réflexion, quand on a un ministre qui écoute. Mais celui-là, semble-t-il, n'écoute pas. Alors, Madame Bongo, vous avez suivi ce qui se passe au niveau de l'enseignement supérieur universitaire. Il y a aussi le problème de mise en place. On nettoie complètement le responsable de l'enseignement dans différentes institutions, qu'il travaille bien ou qu'il travaille mal, et on n'en tient pas compte, et tout est... Donc, comme si les ministres avaient comme travail rien que de mise en place. Merci beaucoup, M. Noël. Si je dois dire quelque chose sur le système LMD, brièvement, vous savez, une réforme, avant d'être mise en musique, le professeur l'a dit, il y a des préalables. Et ces préalables-là n'ont pas été remplis. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce système LMD pose problème dans son application. Vous savez, on a ce défaut-là de faire les choses sans pour autant les mûrir. Nous avons vu avec la gratuité de l'enseignement ici comment on l'a appliqué et ça posait des problèmes par la suite. Et ça ne nous a pas enseigné et voilà, on nous amène le système LMD qui du reste n'est pas un mauvais système parce que ça permet tout jeune qu'on devienne aussi professeur, dispensateur des matières. Ce n'est pas aussi mauvais que ça, mais on devait quand même mûrir la décision. Heureusement que le Conseil des ministres a martelé là-dessus pour qu'on puisse mûrir cette affaire de LMD. Le chef de l'État en personne et qui n'est pas du tout mauvais. Et Madame Angèle a ramassé tout à l'heure en disant qu'il n'y a pas d'infrastructure. Chez moi, à Lissala, il n'y a pas une université qui a une bibliothèque, qui a une salle de conférence, les auditoires qu'il faut, ainsi de suite. Et vous nous amenez le système LMD. Comment on va l'appliquer? Il n'y a pas d'Internet en permanence. Comment on va appliquer ce système LMD? Donc, il y a des choses qu'on devait faire d'abord avant pour qu'on puisse mettre en place ce système LMD. Vous parlez de la mise en place. Bon, je me pose simplement une question. C'est une petite question. Je voudrais connaître le cursus universitaire de notre ministre. Le Warrior. Et vous comprendrez la suite. C'est un licencié. Je ne sais pas. Il fait la mise en place dans différentes universités, dans les instituts supérieurs de notre pays. Et juste après, il y a un tollé. Voilà, nous n'acceptons pas cette mise en place. Voilà, ainsi de suite. On ne respecte même pas ce que le ministre est en train de dire. Pourquoi? Parce que les personnes qu'il a désignées posent problème. Des licenciés doivent des devenir gradués. Les gradués doivent devenir secrétaires académiques. Secrétaire académique. C'est une faute grave. C'est pour ça que moi je me suis posé la question, quel est son cursus universitaire? Donc vous voyez, ça pose un problème avec ce Warrior. Et comme on nous dit que bientôt là il y aura mise en place, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire, chambardement, remaniement au sein du gouvernement, s'il y a moyen qu'on puisse mettre un professeur d'université, un monsieur qui est dans le système universitaire, qui connaît les réalités des universités et des instituts supérieurs, pour qu'on vienne un peu corriger, parce que la mise en place en soi n'est pas mauvaise. Il fait une mise en place dans un institut, mais il n'y a pas longtemps, le comité est arrivé. Et lui, il vient, il chamboule. Donc, vous voyez un peu un comité qui arrive, qui devait prendre le temps de s'adapter, et vous venez faire une autre mise en place. Donc, vous voyez ce que ça fait. Ça crée un petit désordre au sein de l'alma mater. Donc, pour terminer, le système LMD n'est pas mauvais. Comme la réforme n'a pas été bien mûrie, donc ça pose problème aujourd'hui. Donc il faudra qu'on attende un tout petit peu, question que nous puissions être à même de pratiquer cette LMD, c'est-à-dire être à la page comme les autres universités. Et ici au Congo, ça prendra du temps. Nous avons des universités, le professeur ne me contredira pas, université qui loue, oui, beaucoup, n'a pas des bâtiments propres.
vous savez déjà que ça pose un problème. Parce que si le locataire vous dit de quitter ces installations, vous devez chercher encore. Vous savez ce que ça peut poser, ce que ça peut causer pour les étudiants. Donc, vous voyez, c'est tout ça, tout ce package mis ensemble, on doit en tout cas faire un effort pour résoudre d'abord ces petits problèmes que nous avons dans nos universités avant de nous embarquer dans cette réforme du système LMD. Nous allons tenter, pour la prochaine fois, nous allons tenter d'approcher le professeur Mbemba, Théophile Mbemba, qui a initié ces systèmes pour nous expliquer comment il comptait l'appliquer. Et je me pose bien la question si l'actuel ministre s'est référé à son prédécesseur pour savoir qu'est-ce qu'il devait faire pour que son... Il devait ne fût-ce que poser la question à ses prédécesseurs. M. Steve Mbikai, M. Doma Louaka, il devait leur poser quand même la question, voilà, je voudrais bien appliquer ce système, mais qu'est-ce que vous avez fait? Je ne pense pas qu'il avait fait cela. Il est parti directement comme un warrior. Il croyait qu'il allait remporter une coupe, mais malheureusement, il a été stoppé à temps. Alors, professeur, vous pensez que les innovations au niveau universitaire et enseignement supérieur, rien qu'à ce niveau-là, sans tenir compte de l'enseignement de base et l'enseignement secondaire, c'est une bonne chose? En tout cas, merci beaucoup, Dieter. Ça, c'est vraiment de la sagesse. C'est vrai. On ne fait pas une réforme comme LMD seulement au niveau supérieur. Il doit y avoir d'abord une commission interministérielle de l'éducation. Et la réforme commence par la base, l'école primaire. Parce que nous recevons des étudiants qui viennent de là, à l'université. Moi, quand je vois un étudiant qui écrit des fautes, ses copies en français, ça, c'est pas mon affaire. Hein. Parce que ce n'est pas moi qui devais lui enseigner le français. Il devait l'apprendre à l'école primaire, à l'école secondaire, et quand il vient chez moi, cours de mathématiques, je n'enseigne que les mathématiques. Moi, j'enseigne les statistiques avancées et tout ça. Donc, je ne vais pas trop me préoccuper si, qui lui enseigne le français, comment, ce n'est pas mon affaire. Donc, la réforme devait prendre et la réforme du primaire et secondaire, professionnel, ensemble avec LMD, et on superpose ça. Comme ça, les lacunes qu'on trouve à ce niveau-ci, on les corrigera pour permettre au système supérieur de fonctionner, de mieux fonctionner. Moi, je me rappelle, le Kenya a adopté l'MD un peu plus avant que nous. Et ce système a fait qu'aujourd'hui, vous pouvez vérifier, qu'un étudiant kenyan, quand il fait une compétition avec un étudiant américain, il a beaucoup de chances de réussir. Ils appelaient le système 8-4-4, c'est-à-dire 8-4-4. 8 ans du primaire, 4 ans de secondaire, 4 ans d'université. Mais nous avons pratiquement adopté le système, hein, sauf que chez nous, c'est 8-4-3. Et qu'est-ce qu'on fait? Nous prenons les cycles d'orientation de feu président Mobutu. On l'annexe au primaire. Même matière, même type d'enseignement, même méthodologie, il n'y a rien qui a changé. Quand vous allez aux écoles, je ne crois pas que vous allez trouver un changement par rapport à l'époque où vous étiez. Quand vous étiez là, vous avez trouvé des écoles impeccables, faites par des prêtres, des missionnaires, de toutes sortes. Mais aujourd'hui, quand vous allez aux écoles, d'abord, ce sont les mêmes bâtiments en déliquescence. Les enseignants, ils n'ont plus le niveau de vos enseignants, ils n'en ont plus. Alors, vous voulez que ces fruits pourris qui sortent de l'école primaire et secondaire, qui viennent à l'université, qui puissent acquérir des connaissances, plus que je ne crois pas. Donc, la réforme devait prendre, et la réforme au primaire, secondaire, professionnel, on l'a fait au même moment que la réforme à l'université. Une commission interministérielle devait s'en occuper. Pas seulement les ministres de l'enseignement supérieur qui prennent des décisions, ou à l'école primaire, ils prennent des décisions. Non, ils doivent suivre une certaine feuille de route d'une réforme de l'éducation. Je pense que cette question-là est très importante et que le Conseil des ministres doit encore s'y pencher pour voir comment on peut encore, essayer un peu d'encadrer les réformes au niveau primaire, secondaire, avec celles au niveau de l'université, pour que nous puissions avoir finalement un système qui est cohérent. Sinon, nous risquons vraiment de disparaître quelque part dans le monde de l'intelligentsia. Les Congolais, on va commencer à se moquer de nous si nous nous entêtons à continuer sur cette route-là. Ok, je pense que pour l'enseignement, nous ne pouvons pas dire que nous avons terminé les chapitres. Nous y reviendrons
l'enseignement, c'est la clé de voûte pour tous les pays. Aujourd'hui, on parle de la Chine qui vient de monter en puissance, on parle de l'Inde qui vient de monter en puissance. C'est grâce à l'enseignement. Et si nous regardons l'enseignement, si c'était un problème de second ou un problème auxiliaire, eh bien, nous n'avancerons pas du tout. La méthodologie que nous allons introduire pour cette année, c'est de commencer pratiquement les émissions. Dans chaque émission, on pourrait parler d'un sujet bien précis de l'enseignement. Nous n'avons pas terminé ces chapitres, nous y reviendrons. Je disais qu'on va approcher le professeur Mbemba, lui qui a été à la base de cette innovation au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire, et lui qui est enseignant de l'université, lui qui a été ministre à la recherche scientifique. Donc c'est quelqu'un qui pourrait nous donner beaucoup plus d'explications, et peut-être que les prochains ministres de l'enseignement supérieur et universitaire entreraient en contact avec lui pour que les choses, comme disait Madame Angèle, c'est question que les ministres sachent écouter les autres. Un ministre qui n'écoute pas les autres, ça ne vaut pas la peine. Passons à un deuxième sujet de cette émission, c'est le malaise au sein du Parlement congolais, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avait exprimé ses inquiétudes lors de son adresse à la nation. Il a dit que les assemblées provinciales retardaient le développement du pays par des motions de censure qu'ils infligeaient aux gouverneurs pour rien, pratiquement pour rien. Chaque province, chaque assemblée provinciale essayait de déstabiliser les gouverneurs et par conséquent, le pays était bloqué. Qu'est-ce que nous constatons? L'Assemblée nationale, le Sénat, qui devait être l'exemple des institutions, qui devaient être le modèle, en stabilisant leur institution, mais nous trouvons qu'il y a des perturbations dans cet ensemble que nous appelons Parlement congolais. Alors, faut-il changer de bureau de l'Assemblée chaque fois que nous sommes de mauvaise humeur? Madame Angèle. Évidemment non, évidemment non. Notre pays, la RDC, est vraiment malade de sa classe politique. Parce que quand vous regardez bien, les députés, les sénateurs, dont un certain nombre, nous savons comment ils sont arrivés dans leurs hémicycles. Ils ne sont pas arrivés grâce au suffrage universel. Hein, ils sont arrivés plutôt par des marchandages, etc. Eh bien, ils sont là, ils ne pensent pas au peuple. Je suis là pour défendre l'intérêt du peuple, l'ensemble du peuple congolais, ou penser même à sa circonscription. Ils pensent d'abord à leurs intérêts, à leur jeu politique. Notre social, entre guillemets, dont ils parlent souvent, n'est pas amélioré, etc. Comment on peut faire pour mettre en difficulté le président de l'Assemblée, ou bien demander qu'un membre du bureau, on le fasse sauter, etc. Donc c'est ce spectacle désolant que nous avons en face de nous. Et moi, face à cela, bon, on peut s'égosiller en disant oui, nos parlementaires ne font pas leur travail, ne sont pas à leur place. Moi, plutôt, en tant que leader politique, je fais, et comme nous sommes à la veille, même une veille que tout le monde anticipe des élections, je fais appel au peuple congolais, aux électeurs. Je dis la prochaine fois,
Hein, la prochaine fois, ce n'est pas dans si longtemps, 2023. Sachez choisir ceux que vous envoyez dans nos assemblées. Hein, et ceux qui sont là maintenant vont à nouveau solliciter votre suffrage certainement en 2023. Eh bien, quand vous voyez un candidat député, etc., ou sénateur, regardez son bilan quand il était là, ou bien à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Dans les pays organisés, je pense que nous, on n'a pas encore atteint ce niveau-là. Eh bien, il y a vraiment les résultats des votes sont archivés. Hein. Même nous, en tant que citoyens, si on était dans un pays organisé, on peut aller à l'Assemblée nationale, au Sénat, dire dans quel sens a voté la députée Mamie Ambongo, par exemple, sur telle question, et quels sont les arguments qu'elle avait avancés. Ça vous permet de savoir un peu où se situe le député ou le sénateur en question, et s'il a fait son travail. C'est seulement comme ça qu'on changera petit à petit cette classe politique. Mais si aux prochaines élections, on continue à écouter et à voter pour des candidats qui, visiblement, n'ont pas fait leur travail et vont retourner, ne feront pas leur travail, eh bien, on aura ce genre de situation où les députés sont là plus pour des calculs en disant « Ah, on va faire sauter le bureau parce qu'on n'a pas eu gain de cause sur telle ou telle question. » Et puis, c'est des chantages, c'est des menaces. Hein. Ce n'est pas pour l'intérêt du peuple congolais, c'est pour leurs propres intérêts. Et c'est vraiment, moi, c'est le langage que je martèle ces temps-ci, depuis que j'ai vraiment intensifié un tant soit peu mes descentes à la base. J'ai dit non, vous avez ce pouvoir-là. Le droit de vote. Donc, ne vous contentez pas du candidat qui viendra, t-shirt, à casquette ou bien masanga et tout. Demandez-lui et fouillez vous-même. Maintenant, c'est vrai que dans l'Internet, il y a à boire et à manger, mais en fouillant bien, en suivant bien, vous pouvez savoir comment le député de votre circonscription s'est comporté à l'Assemblée provinciale ou à l'Assemblée nationale. Nous, en tout cas, moi, mes députés provinciaux de Kinshasa, eh bien, je n'ai pas beaucoup de bien à dire sur eux. Hein, ça, et on ne les voit pas actifs, on ne les voit pas nous défendant, mais ils ne pensent qu'à une chose, bon, les magouilles pour pouvoir obtenir ce qu'ils veulent. Donc c'est malheureux. Alors, monsieur le fermier, vous pensez que cette façon d'agir de nos députés, surtout nationaux, ça peut nous apporter quelque chose de bien pour l'avenir? En fait, si on fait une petite évaluation, je crois qu'il y a 3 législations qui sont passées, n'est-ce pas? 3, oui. 2006, 2011 et 2018. Chaque fois, c'est 1/10 qui revient. Ça veut dire que déjà le peuple sanctionne quelque part. Donc c'est une cinquantaine qui reviennent sur 500. C'est pas tout le monde qui revient. Beaucoup ne sont pas réélus. C'est-à-dire que c'est déjà une sanction de la population. Et maintenant, nous avons des nouveaux qui viennent encore apprendre. À un moment donné, on les sanctionne encore, et ainsi de suite. Donc, on a remarqué que les 3 législatives qu'il y a eu ici, c'est une cinquantaine seulement qui reviennent sur 500. Alors qu'ailleurs, dans des pays où c'est tout à fait assis, en fait, les gens adoptent leurs députés et peuvent même l'accompagner pendant autant de... Alors, le fait de sanctionner à mi-chemin, à mi-parcours, pose quand même déjà un problème. C'est déjà quelque chose comme ça qu'il faut remarquer. Le travail du député, bon, c'est voter des lois, c'est contrôler l'exécutif, c'est aussi, dans une certaine mesure, évaluer les politiques nationales, provinciales ou quoi, quand on est au niveau, par exemple, de la province. Vous remarquez que dans notre pays, nous avons un déficit des lois modernes. Il y a des secteurs qui n'ont même pas de loi. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une loi bien détaillée sur le téléphone qui est devenue maintenant un instrument important. Un jour, on m'arrête sur la route parce que, en fait, j'étais distrait, j'étais en train de téléphoner. Et le policier m'interpelle. Non, on ne peut pas. Moi, c'est quel article, c'est quelle loi?
oh non, la loi dit qu'on ne peut pas, quand on est en train de conduire, toucher quelque chose. On dit quelque chose, ça n'a pas de nom. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dit que toi, tu peux m'arrêter parce que... Donc, nous avons un déficit de lois modernes, des lois qui doivent nous amener vers le développement. C'est souvent des lois très anciennes. Je crois qu'on était dans le domaine des transports, on était en train de chercher, mais il y a des lois qui, aujourd'hui, dans ces pays, il y a encore des lois de 1940 combien, je ne sais pas 50 combien, qui sont encore en vigueur, des arrêtés royaux. Donc, ça veut dire quand même que quelque part, parce que l'Assemblée, c'est aussi pour développer, des lois, c'est pour développer un pays, ce n'est pas seulement... dont on s'adapte seulement des lois politiques pour dire non, on va sanctionner ceci, mais des lois qui nous permettent de nous développer, il n'y en a pas beaucoup. Donc ça pose quand même un certain problème pour lequel on puisse voir quand même. Alors, quand on va au niveau des assemblées provinciales, le professeur King, qui à son temps avait fait une évaluation des assemblées provinciales pour essayer de voir qu'est-ce qu'ils font. Pendant 5 ans, il y a des assemblées qui n'avaient produit que 3 édits. 3. Et ceux qui en avaient produit beaucoup, à un moment donné, on voyait aussi mais, la qualité de... Mais quand on en produit 3, ça signifie quoi? C'est-à-dire que sur 5 ans, il y a 2 ans où on n'a rien fait. Mais entre-temps, on est payé, on est pris en charge, tout ça, tout ça. Donc ça pose quand même un problème. Je ne sais pas si vraiment jusqu'à maintenant, nous avons déjà vu comment les députés provinciaux sont en train d'aider le gouverneur à pouvoir développer les provinces. Je ne sens pas ces débats-là. Le seul débat que nous sentons, non, ils ne sont pas payés, il n'y a pas de... Et puis bon, comme on n'est pas payé, allez, une motion va courir. Et il y en a, quand ils apprennent qu'il y a une motion qui s'approche, ils vont chercher de l'argent quelque part pour essayer de... Est-ce que c'est ça le travail? Donc nous avons quand même un problème sérieux. Nous avons quand même 26 assemblées. Ça devait quand même aider. Parce que le gouverneur n'est pas un magicien. Le gouverneur a quand même des députés qui devaient réfléchir pour dire qu'est-ce que nous avons dans cette province. Vous savez qu'il n'y a aucune province pauvre dans ce pays. On l'a toujours dit. Mais il y en a qui continuent à chanter que nous, on est dans une province pauvre. Pauvre en quoi? On a du sol, on a... Mais je comprends. Donc, on pense que les provinces riches sont celles qui ont des minéraux. C'est comme ça que tout le monde court vers le Lualaba, vers le Haut-Katanga, tout ça. Mais il n'y a aucune province pauvre dans notre pays. Parce que si on dit que l'agriculture, c'est la priorité des priorités, dans ce pays ici, il y a moyen de pouvoir cultiver 4 saisons. Nous avons, dans le Congo, réuni toutes les saisons agricoles du monde. Nous avons tous les climats, tempéré, équatorial. Donc, et alors, est-ce qu'il y a une province qui peut nous dire qu'on est pauvre en quoi? Mais tout simplement, nous pouvons dire c'est peut-être pauvre en ressources humaines capables de réfléchir pour mettre en valeur le pays. Et ça, c'est le rôle des assemblées provinciales qui devaient quand même aider le gouverneur à pouvoir voir où sont les richesses, où sont cachées les richesses de la province et comment les mettre en valeur. En prenant, bien sûr, des édits conséquents. Mais on ne sent pas ça. On ne sent pas, franchement, on ne sent pas cet effort-là. Et tant que ça ne vient pas, moi, je pense que le pays va encore rester longtemps et on va encore souffrir. J'étais en train de poser la question au ministre de l'Agriculture du Congo, qui est malheureusement décédé. C'était le professeur, c'était l'abbé Sondi. Il était devenu ministre provincial. Je lui ai dit, je vais venir chez vous, tout simplement parce que vous avez un supermarché qui traverse toute la province. Et le même supermarché traverse la province du Kwilu jusqu'au Kasaï. C'est quoi? C'est la route nationale. Une route asphaltée où, dans les abords, il n'y a rien à vendre. C'est un problème. Parce que partout, il n'y a que de la braise. Et une fois, le Premier ministre Matata avait fait le tour là-bas. Il avait osé dire quand même que s'il n'y a que de Makala, ça, on va dire que c'est une route de sous-développement. On l'avait critiqué, mais moi, j'ai dit,
même si je suis de ce coin-là, je ne pouvais pas le critiquer parce qu'il avait raison. Il avait raison. Donc Totalement. vous trouvez de la braise partout et vous ne trouvez pas ce qu'on peut appeler des produits de développement alors que la route est là. Ailleurs, pour pouvoir aller acheter je ne sais pas quoi, c'est difficile. Mais les gens qui sont sur la route n'ont rien à vendre. Contrairement à nos frères du Congo central, si vous êtes sur la route du Congo central, vous avez dans les abords ce qu'on peut appeler le produit de développement. Mais de l'autre côté, j'avais dit au ministre, franchement, il faut un travail de fond pour que l'on puisse voir comment les paysans peuvent se servir de ce supermarché. Qu'est-ce que ça coûte de pouvoir produire des tomates ici à côté et les mettre sur la route? Vous ne faites aucun effort, vous ne les mettez que sur la route et... Les véhicules s'arrêtent. Mais les véhicules s'arrêtent. Ils t'achètent. Mais non, il n'y a rien. C'est juste des produits de la cueillette. Alors ça, ça pose quand même un problème. Donc c'est qu'il faut qu'il y ait des gens qui réfléchissent. Mais moi, je me dis, le gouverneur a des députés provinciaux qui doivent quand même réfléchir pour pouvoir lui donner de la matière pour qu'on puisse développer les provinces. Sinon, on va attendre longtemps. L'argent frais comme ça, qui vient comme ça sur des enveloppes, c'est pas facile. Et quand il vient, il doit avoir une autre nature. Voilà. Ok. Alors, Madame Abongo, quand vous observez, nous avons, ça c'est la troisième mandature que nous avons dans l'Assemblée nationale. Vous avez l'impression que les députés ont tiré une leçon quelconque quant à la maturité politique? Merci beaucoup, M. Noël, pour la question. Quand j'observe les 3 mandatures, les 2 premières mandatures, donc on sentait quand même que c'est comme s'ils étaient un peu enfermés, ils ne pouvaient pas s'exprimer. Mais depuis que le président Félix Tshisekedi est au pouvoir, on remarque que les députés se permettent n'importe quoi. Ils peuvent faire des déclarations. C'est-à-dire à l'époque récente, c'est-à-dire il y avait ce système de consigne. Il faut respecter la consigne. On ne dit rien en dehors de ce que l'autorité morale a dit. Mais maintenant, là, on voit il y a une certaine liberté, un libertinage dans le chef de nos députés. Concernant les députés provinciaux, M. Noël, tout tourne autour de l'argent. C'est autour de l'argent. Quand ils ne sont pas payés ou ils n'ont rien en main, on bouscule le gouverneur. Et le gouverneur aussi, on le menace, le gouverneur aussi de son côté, il se cabre, il devient comme un petit dictateur, un roi télé. Voyez-vous? Et le gouverneur, pour ne pas sauter, il prend un groupe de députés provinciaux acquis à sa cause, qu'il ménage ainsi de suite, pour être épargné de la motion. C'est la pratique qu'on constate. Et à cette allure, les provinces ne seront pas développées. Monsieur Kapama vient de nous dire tout à l'heure, les députés provinciaux devaient avoir des idées pour développer les provinces. Tout à fait. Devaient avoir des idées, de suggérer à leur gouverneur comment construire telle route, comment ravitailler tel territoire, comment. Pourquoi aujourd'hui on parle du programme de 145 territoires? Quelque part, les gouverneurs ont failli. Quelque part, je dis. Que maintenant on veut aller dans les territoires pour booster le développement. Nos députés provinciaux, eux, leur problème, c'est l'argent. Ils doivent avoir des jeeps, ils doivent acheter des maisons, ainsi de suite. Le problème de la population n'est pas leur préoccupation. Là, je parle des députés provinciaux et des problèmes de salaire. Ils connaissent des retards de salaire, ils font des sit-ins par-ci. C'est une honte. Et ils ne contrôlent pas les ministres. Ils ne contrôlent pas les ministres provinciaux. Ce n'est pas leur affaire. Maintenant, dites-moi, ils servent à quoi? Ils servent à quoi? Prenez simplement le cas de la vie de Kinshasa, vous comprendrez beaucoup de choses. Vous comprenez beaucoup de choses. Quand à Kinshasa, on vit ce genre de choses. Et à l'intérieur, c'est pire que ça. Maintenant, nous parlons des députés nationaux. Eux, leur problème, c'est le positionnement. Vous avez des députés qui veulent devenir des mandataires, des députés qui veulent devenir des ministres. C'est comme si leur travail de député ne suffit pas. Or, c'est un travail noble de légiférer et de contrôler. Dites-moi, nos députés, en 3 ans de pouvoir, dites-moi qu'est-ce qu'ils ont produit en termes législatifs. Combien de lois? Même pas 15.
Même pas 15. Mais ils sont là. Ils doivent bousculer le bureau. On doit bousculer le bureau parce que si vous bousculez un peu, vous faites un peu de bruit, trop de déclarations, on vous appelle à côté pour résoudre, pour vous faire taire. Voilà les députés que nous avons et c'est une honte. Vous savez, à la face du monde, on se moque de nous. Vous savez, devant un expatrié, moi j'ai du mal à défendre souvent mon pays parce que les faits sont là. Vous allez défendre comment? Vous défendre comment? Donc voilà le problème que nos députés sont en train de trimballer. Et vous voyez des députés qui marchent pieds nus, qui sont en train de faire des incantations. Mais ça, ce n'est pas le travail d'un député, bon sang. Il fait une déclaration, il appelle la presse, mais vous le voyez avec des rameaux. Mais ça, ce n'est pas le travail d'un député. Un député, il cherche, il voit là où sont les problèmes, il interpelle le ministre pour avoir des éclaircissements. Nous avons eu le problème de RAM ici. On nous a laissé sur notre soif, Madame Angèle. On nous a laissé sur notre soif. Où va l'argent du RAM? Quelle loi encadre le RAM? Jusqu'aujourd'hui, les députés se sont tus. Ils ont sauvé les ministres. Voilà les genres de députés que nous avons dans cette mandature, où on voit les députés être trop libéraux, ils sont tellement libres, ils ont des comptes, c'est comme s'ils ont des comptes à rendre à personne. Ils ne sont pas redevables. Il n'y a pas la culture de la redevabilité, c'est-à-dire je dois bien travailler parce qu'en 2023, je serai devant la base, je dois quand même faire la restitution. Ils ne sont pas là. Il faut bousculer. Il faut faire des déclarations. Sinon, on va nous oublier. On a reçu des promesses. Je dois être mandataire, on doit être ceci, on doit être cela. Alors, on voit plus clair. On voit plus clair, alors il faut... Voilà les gens des calculateurs. Et en 2023, il faut sanctionner. Oui. Alors, professeur, vous n'êtes pas politique, vous êtes scientifique. Mais lorsque une institution comme l'Assemblée, comme le Sénat, ne compte pas, n'a pas confiance à son bureau, c'est une institution qui peut produire quelque chose de positif pour le pays? Merci beaucoup, directeur. Je pense que la crise de confiance, c'est inhérent à la nature humaine. Même chez nous à la maison, nous avons ce genre de problème. Mais ici, nous parlons du sommet de l'État. Quand nous parlons de l'impérium au niveau de l'État, mais ce sont ces institutions-là qui représentent cet impérium. Il n'y a pas que les présidents de la République. Alors, mes prédécesseurs ont vraiment, ils ont bien étayé le problème. Et je vais peut-être toucher un peu à certains de ces. Nous voulons avoir un pays qui doit se développer. C'est ça l'objectif de tout le monde. Donc, nous avons ici un Parlement qui doit voter des lois au niveau national pour que ces lois-là puissent nous amener vers le développement. Au niveau provincial également, nous avons ce qu'on appelle l'Assemblée provinciale qui doit aussi faire la même chose. Donc, les membres qui sont là doivent avoir leur cœur dans l'élaboration de ces lois-là pour qu'on puisse faire avancer les bateaux qui est soit les pays ou bien la province. Mais mes prédécesseurs ont clairement dit, ils font plutôt du jeu politique. Je ne suis pas certain que la loi budgétaire, la loi financière qui est votée au niveau national, tout comme au niveau de quoi? Des provinces, cette loi tient compte des desiderata des populations, comme disait Mme Mbongo. Je ne crois pas. Parce que logiquement, dans certains pays, il y a ce qu'on appelle les CDF en anglais, Constituency Development Fund. Ce sont en fait des fonds de développement des entités décentralisées là, qui sont en bas là. Et ces fonds-là, par mon expérience, dans des pays où les gens n'ont pas le cœur dans le développement, ces fonds ne les touchent pas. Parce qu'il est tenu, il est géré par les fonds nationaux. C'est-à-dire qu'une institution là, qui a un capital dont une partie est composée des capitaux de l'État, des étrangers, etc. Donc quand on met ces fonds-là, on dit, ça c'est pour Boudjala. Le député qui est de Boudjala, c'est lui qui doit commencer à consulter ses membres. Donc les habitants de ces coins-là, venant avec des projets dans ce sens ici, ce sens-ci, voici le requis du Fonds national. Et quand ces gens-là vont venir avec ces gens de projets, lui amène ça maintenant en ville, au Fonds national, qui va examiner ça en suivant vraiment la procédure normale. Si ces projets-là passent, alors ils sont financés. Si ça ne passe pas, on ne finance pas. Mais maintenant, nos députés, ils ne font pas ça. Comme disait madame,
ils viennent avec un jeu politique, c'est-à-dire qu'ils veulent s'enrichir là-bas. Donc le problème ici, c'est la corruption. Si la corruption est vraiment bien gérée au niveau de la présidence, avec une institution capable de pouvoir repérer qui est dans ces jeux de corruption, je crois que ça va taire un peu certaines ambitions financières de ces gens-là. Déstabiliser l'Assemblée, les bureaux de l'Assemblée à tout moment, mais ça c'est déjà préparer un coup d'État. C'est déjà déstabiliser le pays. Nous avons connu Mabunda, c'est qui Mabunda, oui. Qui était à peine présidente, elle est partie. Maintenant, il y a eu avant Bosso, il y avait d'abord un bureau des âges, je crois, comment vous appelez ça? Le bureau d'âge. Donc, après le bureau d'âge, il y a maintenant un autre président. Bon, Bosso a eu la chance d'être le plus âgé et il a été encore nommé. Mais pourquoi on doit encore élire, en fait, voter encore un nouveau bureau? Déjà, nous savons que le vice-président est en difficulté déjà. Ça, nous le savons. Et maintenant, on met encore en difficulté le président. Et je suis certain qu'il y a d'autres membres encore au bureau qui seront en difficulté. C'est-à-dire que nous sommes en train de faire une politique politicienne sans tenir compte des désidérata de la population. Moi, je suis pour cette université. Je touche combien? Mais c'est à peine $1000, quelque chose comme ça. Mais le député, lui, qui va seulement là pour parloter ou dire parfois des bêtises ou ne rien dire, il touche combien? Mais il va encore faire des jeux derrière ça pour qu'on puisse lui donner encore de l'argent, que ce soit au niveau de la province. Moi, parfois, je ne condamne pas trop les députés provinciaux. Parce que j'ai vu ici des députés qui sont venus à Kinshasa, c'est plein de qu'ils ont fait 11 mois sans être payés. Députés provinciaux. Ça, je comprends. Qu'ils sont affamés et ils se disent, bon, mais pourquoi nous avons été élus? Ils montent un jeu politique. Mais je condamne la corruption. Je condamne la corruption parce que il faut absolument qu'on traque toute personne qui tombe dans ces motifs-là de corruption. Si on les laisse, le président dit, bon, écoutez, bon, John Locke a dit que tous les moyens sont bons pour parvenir à son but, ça va, je laisse. Mais il met en péril aussi son propre pouvoir. Aujourd'hui, ce sont les présidents des assemblées, les présidents du Sénat, etc. Mais demain, ce sont ces mêmes personnes qui vont maintenant commencer à fomenter les coups d'État contre les présidents de la République. Donc, c'est quelque chose de très dangereux. Ça doit être encadré par des lois qui prohibent la corruption sous toutes ses formes. Ok. Les députés nationaux comme les députés provinciaux doivent savoir qu'on les appelle honorables. Quelqu'un qu'on appelle honorable, c'est quelqu'un qui doit se respecter. Il doit se respecter au niveau de l'institution où il est membre, il doit se faire respecter au niveau de la population. Vous êtes des élus du peuple. Vous représentez le peuple. Et vous dites que vous représentez le peuple. Mais quand on regarde au fond, vous défendez vos propres intérêts. Chercher à devenir ministre, ce n'est pas pour défendre le peuple. Chercher à devenir mandataire, ce n'est pas défendre le peuple. Le peuple vous a dit, allez nous représenter au Parlement, discutez pour nous en ce qui concerne le manque de routes chez nous, le manque d'écoles dignes de ce nom, le manque d'infrastructures dans les territoires où les administrateurs des territoires maintenant n'ont pas de logement parce que la plupart des maisons laissées par les colonisateurs sont en train de se détériorer. Donc, voici, messieurs les députés, au lieu de chercher à évincer vos bureaux pour remplacer ceux qui sont favorables à vous faire nommer ministre demain, mandataire demain, c'est une mauvaise chose, c'est une mauvaise pratique. Soyons réellement honorables. Nous disions que la République démocratique du Congo était en procès contre la République de l'Ouganda. Et l'Ouganda devait à la République démocratique du Congo, à la suite de la guerre qu'ils ont menée sur notre sol contre un autre pays étranger qui n'est autre que le Rwanda, nous avons connu plusieurs préjudices. Les infrastructures ont été touchées. Il y a eu de vies humaines que nous avons déplorées. L'exploitation illicite de nos matières précieuses, l'or, le bois, le diamant, tout, était emporté.
et l'Ouganda devait à la République démocratique du Congo. Et les traumatismes, je vous l'ai oublié, les traumatismes causés. Il y a des enfants qui sont déréglés aujourd'hui à cause de canaux qui crépitaient à tout moment. Il y a eu des fuites, les gens ont abandonné des maisons, ils sont allés ailleurs à la suite de cette guerre. Donc, la République de l'Ouganda devait 11 milliards à la République démocratique du Congo. Ce qui est curieux, la semaine dernière, de 11 milliards qu'on devait à la République démocratique du Congo, l'Ouganda ne doit que 320 millions. Comme si nous étions les commandeurs, alors que c'est un droit que nous devions avoir. Réparation, c'est un droit. Madame Angèle, vous qui venez des institutions internationales, que dites-vous de cette conclusion de 320 millions? C'est que le Congo ne pèse pas sur le plan international, dans les tribunaux et tout ça. Non, c'est absolument choquant. Mais moi, sans connaître le fond du dossier, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment l'équipe de juristes, d'avocats congolais ont défendu le dossier du Congo. Est-ce que nous n'avons pas péché par un excès d'assurance en disant les exactions commises par l'Ouganda sont bien documentées dans les rapports des Nations Unies, sont bien documentées dans les vidéos, les photos, etc. On voit qu'il y a eu des pertes en vies humaines, on a vu qu'il y a eu des dégâts matériels, etc., des traumatismes. Tout ça est bien documenté. Eh bien, on a évalué, la RDC a demandé 11 milliards de dollars. Ah, c'est sûr que comme c'est bien, on a un dossier solide, on aura une somme qui va avoisiner ce montant-là. Est-ce qu'on n'a pas péché par excès d'assurance? Moi, je me pose la question. Parce que la Cour internationale de justice, bon, l'institution judiciaire la plus élevée des Nations Unies, mais nous connaissons comment fonctionne l'ONU. L'ONU, ce n'est pas une organisation neutre, composée de pays avec des bonnes intentions, généreuses vis-à-vis de la RDC. Non. L'ONU composée de pays qui ont des intérêts, certains pays qui soutiennent l'Ouganda, qui soutiennent le Rwanda. Donc, soutenant leurs protégés, eh bien, ils vont dans un certain sens. Et nous l'avons vu même pour la Cour pénale internationale, eh bien, tous ces pays-là influencent les juges qui sont à la Cour internationale de justice. Parce que ces pays, les juges appartiennent à certains pays. Hein. Donc, moi, je me demande si c'est pas... on a un peu péché par excès de confiance. Mais cela dit, je me dis que c'est quand même une condamnation. Même si le montant des dommages, ce n'est pas ce que nous espérions et ce que nous devions avoir, mais c'est quand même enfin une reconnaissance sans embâche, sans détour de la culpabilité de l'Ouganda pour ce qui est ces crimes commis dans notre pays. Moi, ce que je regrette, c'est que le Rwanda s'en sort à bon compte. Parce qu'ils étaient quand même deux. Oui. Deux, Ouganda, Rwanda, deux pays étrangers qui ont eu le culot de se battre sur notre territoire. Pour la richesse de ces pays. Exactement. Et là encore, c'est bien documenté. Mais le Rwanda, on nous dira, ah, parce que le Rwanda n'a pas signé tel traité, etc., avec la Cour internationale de justice. Non, le Rwanda n'a pas... Non, c'est s'en tirer à trop bon compte. Moi, c'est ça qui me choque profondément. Que le Rwanda s'en sort comme ça. Tout ce qu'il a commis en RDC pendant, c'était quoi, 3 jours ou 6 jours, la guerre des 3 jours? 6 jours. 6 jours, la guerre des 6 jours, il s'en tire comme ça à bon compte. Alors la RDC
notre pays, qu'est-ce qu'on va faire face à cela? Face à ce montant maigre assigné à l'Ouganda, mais surtout à, comme ça, le Rwanda qui s'en tire à très bon compte. Et ça fait un peu trop hein, de cas où le Rwanda s'en tire à très bon compte. Leur ambassadeur qui a dit il n'y a pas si longtemps que tout ça c'était des détails, que parlant, pas de ce cas de guerre de 6 jours, mais parlant de ce qui se passe à l'Est, et là maintenant, cette décision, non, je pense qu'on est arrivé à un stade où trop c'est trop. La RDC doit repenser absolument, je dirais, sa diplomatie et la façon, les animateurs de cette diplomatie, parce que la Cour internationale de justice, aussi bien l'ONU, etc., quand il faut prendre des grandes décisions, ce n'est pas seulement les mécanismes qu'il faut respecter, les procédures, il y a un lobbyisme à faire. Il y a un lobbyisme à faire. Quel est le niveau de lobbying que nos représentants ont fait au niveau de ces institutions pour dire « Ah, il y aura bientôt le jugement, nous pensons que ceci, cela ». Qu'est-ce que la RDC a fait pour sensibiliser les opinions publiques internationaux, parce que là aussi ça compte. Quand les ONG, la société civile des pays concernés sont au courant, montent au créneau, ça joue aussi, parce que dans ces pays-là, les sociétés civiles influencent les législateurs, les politiques, etc. Qu'est-ce que nous avons fait? Et je terminerai par dire, notre diaspora a beaucoup travaillé pour sensibiliser, pour faire avancer les dossiers de la RDC à l'étranger, mais elle devrait aussi intensifier ses efforts avec les Congolais de l'intérieur, parce que je ne sais pas si vous avez vu, il n'y a pas si longtemps, les ressortissants des pays voisins s'en donnent à cœur joie, hein, dans les pays comme les États-Unis pour faire des manifestations où ils conspuent la RDC, que nous en prenons à leurs intérêts, etc. Mais face à cela, nous avons des Congolais qui, pas toujours, prennent le temps de faire des contre-manifestations. Ou quand ils font des contre-manifestations, certaines, j'ai pu les voir, eh bien ils manifestent, hein, nos frères et sœurs congolais, en chantant en lingala ou en conspuant en lingala. Mais l'Américain qui passe dans la rue demande, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire là? Il comprend rien. Voilà. Alors que l'Ougandais, le Rwandais, ben, tout est en anglais. Ouais. Alors le message passe tout de suite. Donc voilà. Voilà. OK. Alors, Madame Abongo, vous disiez que les montants là correspondaient à nos défenses. Merci beaucoup, Monsieur Noël, pour la parole. Moi, je voulais simplement dire 2 choses, parce que le deuxième point, Madame Angèle a déjà abordé, elle a tout ramassé. Premièrement, la communauté internationale doit cesser quand même de couvrir les tueurs. Parce que moi, je vois une main noire de la communauté internationale. La communauté internationale doit cesser de faire ces sales jeux, parce que nous avons beaucoup perdu en termes de vies humaines, en termes d'infrastructures, et nous avons connu un grand retard à cause de ces 2 pays, le Rwanda et l'Ouganda, qui nous causent beaucoup de problèmes. Et c'était le moment où la RDC devait sortir la tête haute. Et ça, c'est le deuxième point. La RDC, mon pays, a été lésée et humiliée. Parce que l'Ouganda devait à peu près 11 milliards, mais on nous donne 325 millions, donc moins d'1 milliard. Aucun rapport. Il n'y a pas photo. Même pas 1 milliard, même pas 3 milliards, même pas 7 milliards. Mais on vous donne 325 millions pour que nous fassions quoi? Parce qu'il y a des familles à dédommager. Il y a des réparations à opérer. Les stigmates sont encore là. Hein? Il y a des stigmates. Il y a des personnes qui ont été traumatisées. Et vous allez nous donner... Et on me dit, mais j'ai lu quelque part que l'Ouganda refuserait même de donner ces 325 millions. Donc pour dire, on a craché sur la République démocratique du Congo. Et le deuxième point, comme madame a dit, c'est le lobbying. On doit continuer le lobbying. Souvent, il y a des associations de femmes qui vont à l'étranger.
il y a des dames, madame, son nom m'échappe, elle a des cheveux naturels comme ça. Ces femmes se battent. Madame Matundu, il y a madame Lusenge. Toutes ces dames font tout pour aller vers les ténors de la puissance de la puissance mondiale qui font de lobbying. Mais quand on nous donne ce genre de montant, il y a à pleurer. Mais que font maintenant ces dames? C'est comme si tout ce qu'elles ont fait, c'est jeté à l'eau. Hein, madame? Le peu que je peux dire juste là, je Parce pense... qu'elles font quand même le lobbying. Non, elles ces font le dames, lobbying, grave. mais voyez sur quel sujet? Des Justement, sujets graves, des oui. sujets de violence, mais ainsi de voilà, suite. violence sexuelle, etc. Voilà. Mais elles ne touchent pas à l'aspect politique. Suivez bien leur discours. C'est comme si on craint De toucher là, voilà, les questions qui fâchent. Voilà, de dire voilà, c'est parce que certains pays qui sont soutenus par vous, qui sommes là autour de la table, elles mettent pas le doigt sur Le vrai problème. les causes, voilà. Voilà. Elles n'osent Donc, pas. la RDC a simplement été humiliée. On ne peut pas nous donner cette somme modique. Ça ne va pas réparer les problèmes de notre pays. Ça ne va pas réparer les dommages que ces deux pays ont causés. Donc, il y a encore un effort à faire, M. Noël. C'est malheureux pour mon pays de subir une humiliation comme celle-là. Vraiment, c'est une humiliation. Alors, professeur, vous diriez quoi? Je crois que les politologues qui sont ici ont bien parlé. Moi, je vais simplement dire que je trouve qu'il y a une analogie entre la décision prise par la Cour pénale internationale et ce qui s'est passé récemment dans notre région. C'est-à-dire que ce sont des crimes commis, je crois, en 1998. Hein. Oui. Donc, ça fait déjà plus de 20 ans passés. Mais récemment, nous nous sommes réconciliés avec nos voisins. Nous avons même appelé les armées étrangères, les armées de nos voisins à entrer sur notre territoire, nous-mêmes. Mutualisation. Vous comprenez un peu? Alors maintenant, moi je suis juge. J'ai ces dossiers-là de ces deux amis qui sont en train de manger dans Ensemble. la maison. Oui, ensemble. Ils sont maintenant dans la paix. Vous croyez que je vais prendre quelle décision? Une décision qui va encore envenimer encore la situation entre les deux? Non, je pense que je vais prendre une décision qui fera en sorte que ça puisse un peu atténuer cette rancœur du passé. Alors au lieu de 11 milliards, j'ai dit bon, fait quelque chose comme symbolique. Simplement pour dire que oui, effectivement, ils avaient commis des actions. C'est un symbole simplement. Et surtout quand on sait, oh la RDC ne fera pas grand chose. Bien sûr, vous avez appelé les Ougandais, ils sont venus ici avec les armées. Récemment, n'est-ce pas? C'est juste quelques temps après ça que la décision s'y tombe. Moi, j'ai fait simplement l'analogie avec ça. Je dis que le juge, lui, pour moi, il a raison. Parce qu'il s'est dit que bon, je ne vais pas encore envenimer la situation là-bas. Comme ils sont déjà des amis, je vais simplement dire que non, toi, tu avais mal fait dans le passé, mais attention, cette fois-ci, si tu fais ça encore, je vais encore te condamner. C'est simplement ça. Ça, c'est ma lecture en tant que profane dans ce domaine. Ok. Monsieur Bahindra, tu avais un mot à dire là-dessus? Oui, mais en fait, moi, je n'étais pas étonné. Je ne suis pas surpris. Parce qu'en fait, est-ce que la RDC est amie de la communauté internationale? Tous ces projets de balkanisation, tout ça vient d'où? Est-ce que ça peut m'étonner que maintenant, tout ça... Non. Et puis, ce que le professeur vient de dire aussi, c'est sérieux. Quelles sont nos relations avec l'Ouganda? Je pense qu'au temps de 11 milliards, c'était nos ennemis. Est-ce qu'ils sont encore nos ennemis aujourd'hui? Donc, c'est quand même ça aussi qui pouvait compter. Parce que ce sont des choses, en fait, qu'il faut regarder comme ça. La communauté internationale, moi, je n'ai jamais vu la communauté internationale tout à fait tournée vers le Congo. Prenez les 3, 4, 5 projets de balkanisation de la République, c'est cautionné par la communauté internationale. Et c'est cette même communauté qui viendra pour pouvoir... Non, moi, je n'étais pas surpris. Moi, je me dis que... Et puis, quand on les avait condamnés à 11 milliards, ça fait une dizaine d'années, hein? Qu'est-ce que nous avons fait pour pouvoir entrer en possession de ces 11 milliards? Rien du tout. Alors, aucune pression. Donc, je me dis quand même que quelque part, il ne faut pas compter... La RDC ne peut pas compter sur la communauté internationale. Tout simplement parce que tous les projets de la communauté internationale n'ont jamais été dans le sens
de nous valoriser, dans le sens de nous respecter, dans le sens de tout ce que vous pouvez imaginer. Donc c'est comme ça que moi, quand j'ai appris ça, je n'ai pas été... dit, mais bon, la RDC a très peu d'amis au niveau international, et même quand on parle de cette cour-là, elle n'est pas différente de la communauté, la communauté internationale dans son ensemble. Ce n'est qu'une composante de cette communauté internationale. Et là, ils communiquent entre eux pour dire, ils ont des messages clairs qu'ils nous font passer. Nous devrions, et je l'ai toujours dit, faire le bloc national qui est très fort, qui peut nous sauver. Il n'y a que le bloc national qui peut nous sauver, c'est-à-dire une entente parfaite de tous les politiciens au niveau du Congo, ça peut nous sauver. Tant que nous sommes divisés comme on l'a toujours été, enfin, je me demande s'il n'y a pas de Congolais qui vont avec la communauté internationale contre le Congo. Donc c'est un peu ça, c'est connu. Donc moi, personnellement, je n'étais pas surpris. Les Belges disent « l'union fait la force ». Donc nous, c'est l'union qu'il nous faut. Nous avons l'union sacrée. Je me demande si l'union sacrée fait l'unanimité de tous les Congolais. Parce qu'avec l'union, nous pouvons gagner beaucoup sur tous les plans. Quand l'union sacrée a des opposants. On peut être opposant, mais sur des questions d'intérêt national, on se met ensemble. Mais on ne le voit pas ici. Oui, mais on ne le voit pas ici. Oui. On ne le voit pas dans notre pays. C'est le problème. Oui. Parce qu'il y a des gens qui s'attaquent à l'union sacrée comme des opposants. Alors, est-ce que vous trouvez ça OK. OK. J'espère que nos hommes politiques vous suivent. J'espère que nos hommes politiques aiment le pays. Ou s'ils n'ont pas encore pris conscience pour aimer ce pays, qu'ils commencent à aimer le pays. Ils aiment les fruits de ce pays. Ils n'aiment pas le Congo, ils aiment ce qu'il y a au Congo. Ce qu'il y a au Congo, ils aiment, mais le Congo, on n'aime pas. Ce qui est bizarre. Tirons un peu de leçons sur l'absence de cette grande nation de football au Cameroun. Qu'est-ce que ça vous dit, Madame Angèle? Ma question, c'est, je ne suis pas experte, mais ma question, c'est, est-ce qu'on est encore une grande nation de football? Est-ce que nous ne nous sommes pas reposés sur nos lauriers pendant longtemps, ne voyant pas que les petits, eux, ils amélioraient leur performance? Ensuite, je n'ai pas pu m'empêcher, j'étais malheureuse qu'on n'y soit pas, mais quand j'ai lu et j'ai vu quelques déclarations de sportifs concernant les 9e Jeux de la francophonie, je me suis dit, mais je me demande si nous réfléchissons et nous tirons de leçons de ce qui nous arrive. Parce que les Jeux ont été reportés, mais parce qu'il y avait des problèmes de préparation, l'infrastructure pas prête, etc. Mais les sportifs, même congolais, vous disent que les moyens n'étaient pas là pour nous soutenir, pour faire nos entraînements, pour avoir de l'équipement, etc., etc. Oui, il y en a qui ont parlé, qui disent, mais non, c'est une situation. Et d'autres qui se sont entraînés à leurs propres frais, dans des conditions difficiles, patatrac, ils apprennent, bon, on n'est pas prêt. Donc, est-ce que c'est pas une perpétuelle faute de notre part, de ne pas anticiper, de ne pas planifier? Bon, j'espère qu'on va en tirer des leçons. On a, comme dans beaucoup de domaines, il n'y a pas un domaine dans ce pays où on n'a pas des potentiels. Il n'y en a pas. Le Seigneur nous a tout donné en termes naturels, mais en termes aussi de capacité humaine. L'expertise qu'il y a dans ce pays est extraordinaire. Moi, j'en rencontre tous les jours. Mais les moyens mis au service de ces experts dans les différents domaines, là, nous parlons du football, est-ce que c'est à la hauteur de ce qu'il faudrait faire? Donc, la prochaine CAN, elle est pour quand, vous les experts? L'année prochaine. Bon, alors, est-ce qu'on s'y prépare vraiment d'arrache-pied, comme il le faudrait?
Moi, ce sont des questions... Je trouve ça... on dirait aussi la Sony, d'une certaine façon. Hein. On était grands, on est toujours grands, mais et on a des sportifs, des footballeurs qui ont des capacités. Bon, on leur donne pas les moyens. Qu'est-ce qu'on veut finalement, hein? On veut faire des pas en arrière, des pas en arrière. Non, il faut absolument... Alors, monsieur les fermiers, qu'est-ce que vous diriez de cette absence? Alors, il y a des petits pays qui n'étaient pas de puissance sportive, hein, de Guinée-Bissau, de Djibouti, de Comores et tout ça. Ah ben, ils sont devenus grands maintenant. En fait, moi j'ai toujours dit qu'il n'y a que 11 joueurs sur le terrain. Donc, en fait, c'est peut-être ça. Mais nous n'avons pas maintenu le niveau du sport au pays. Regardez les stades municipaux qui ont été construits ici. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est des discussions, ça appartient à qui? Au gouverneur, au ministre? Mais les petits stades là. Mais quand vous allez au Cameroun, dans chaque quartier, il y a un stade. Pour les jeunes, dans chaque quartier. Ici, chez nous, les enfants utilisent même les chaussées. Les chaussées où passe la rue. C'est la rue qu'on utilise. Alors, donc, il n'y a presque pas... En tout cas, si on arrive encore à se relever, c'est le potentiel naturel. Le Congolais est quand même sportif dans une certaine mesure. Mais on n'arrive pas à organiser ça pour que ça devienne quelque chose de très grand. Et puis, moi, je pensais que nous allions laver cette honte avec les Jeux que nous-mêmes nous allons organiser. Parce que maintenant, on parlait du Cameroun. Le Cameroun est sorti 3e de sa CAN. Nous aussi, on s'est dit, les Jeux de la francophonie allaient peut-être... Exactement. Tous les viseurs du monde allaient pendant, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, être braqués sur le Congo. On va reporter. Prions que ça soit reporté et que nous puissions bien les avoir. Être prêts. Parce que j'ai appris que le Canada et le Rwanda disent que nous sommes prêts. Venez ici. Alors, il faut que nous puissions tenir. Je ne sais pas, avec la communauté, même la francophonie, là, il y a une certaine communauté internationale. À un moment donné, ils vont dire, mais pourquoi attendre ceux qui ne sont pas prêts alors que deux sont en train de demander que ça... Donc, prions que ça nous revienne quand même. Mais nous avons loupé une occasion qui pouvait quand même faire relever. Nous n'avons pas été à la CAN, mais qu'on nous voit quand même montrer de quoi nous sommes capables ici, chez nous, avec les Jeux de la francophonie. Et puis ces Jeux étaient décidés depuis quand? C'est depuis les derniers sommets des choses, là. Et il y a combien d'années? Il y a 2 ans passés. Hein. Alors. Et ça avait déjà été reporté Oui. Ok. Voilà, alors Madame Abongo, rapidement. Merci beaucoup. La leçon que nous pouvons retenir de cette CAN, simplement nous devons mettre du sérieux dans notre pays parce que nous avons un défaut, une mauvaise habitude où nous agissons qu'en dernière minute. Or la CAN, elle se prépare. Regardez aujourd'hui, la Côte d'Ivoire va abriter la CAN 2023. La Côte d'Ivoire se prépare déjà. D'arrache-pied. Oui, elle se prépare en termes d'infrastructure, on construit les stades. Voilà un pays responsable. Et en 2025, je crois que ça sera la Guinée... Conakry. Oui. Elle se prépare maintenant. Ouais. Donc nous devons devenir... Ils ont pris toutes les dispositions. Oui, on prend toutes les conseils dispositions. des ministres, même il y a eu changement de gouvernement, mais les conseils des ministres actuels avaient déjà... Et l'actuel président de la Guinée dit qu'il va tout faire pour que ça soit une réussite. Voilà des pays, des petits pays, mais des pays sérieux. Mais nous sommes un grand pays, un pays qui s'ignore d'abord. Un grand pays, mais qui s'ignore. Qui a toutes les potentialités, comme on vient de le dire tout à l'heure. Mais nous sommes incapables de construire des stades dans toutes les provinces. Dans les communes, n'en parlons même pas. Ces stades-là, souvent, qui ne sont pas du tout utilisés. C'est souvent des concerts, des campagnes d'évangélisation. Mais est-ce qu'on apprend à nos enfants à jouer du foot dans ces terrains communaux? Et c'est dans quelques communes seulement. Parcourir les autres communes, je ne sais pas s'il y a des stades municipaux. Donc, on doit mettre le bouchée double. On doit mettre à la disposition du ministre des Sports des moyens
pour qu'on puisse construire. On a montré le stade de la Chopo. Mais c'est un champ. Il y a des serpents là-bas, je crois. Les herbes qui arrivent jusqu'ici. Un stade, s'il vous plaît. Et l'arrière-pays, la réalité est autre. Donc, on doit mettre du sérieux. Nous sommes un grand pays, on peut organiser ce genre de jeu si nous avons des infrastructures adéquates. Mais malheureusement, ça pose problème, il n'y en a pas. Nous devons mettre du sérieux. Comme ça, en 2027, on peut organiser la CAN. Rien n'est impossible. Il y a l'argent au Congo. On détourne des millions à longueur de journée, mais pour construire des infrastructures, il n'y a pas l'argent. On tend toujours la main vers les autres. Cette communauté internationale, qui du reste ne nous aime même pas. Et quand on reporte les Jeux de la francophonie aujourd'hui, moi je crains, parce que l'année 2023, c'est une année électorale. Il y aura des soubresauts, tout ça. Et nous risquerons de rater aussi. Parce que quand on organise ce genre de jeu, nous devenons visibles aux yeux du monde. Et il y a aussi des retombées financières. Mais quand on ne met pas le sérieux, on dit que c'est l'argent de la francophonie. Et il est moins bon, mondanité, on ne comprend plus rien. Et on n'inquiète personne. C'est ça le mal dans notre pays. Où est parti l'argent? Après on dit non, l'argent n'a pas suivi. Mais on ne dit pas la vérité. Où est parti l'argent pour l'organisation de la francophonie? On ne connaît pas, on ne sait pas. En tout cas, on doit mettre du sérieux dans cette affaire. Sinon, nous serons toujours ridicules. Nos enfants viendront après nous. Ce sera la même situation. En tout cas, on doit changer. Ok. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. Nous sommes plus de 100 millions d'habitants. Puisque quand les Congolais parlent toujours de 80 millions, depuis Mobutu, nous étions 80 millions. Je me demande si après Mobutu, on n'a pas fait, il n'y avait pas de maternité qui fonctionnait. Donc, nous sommes plus de 100 millions dans ce pays. Et il est vraiment écœurant de ne pas voir que les Congos puissent être, si pas comme le Nigeria, mais suivre le Nigeria. Le Nigeria est tout le temps présent. À la Coupe du Monde, le Nigeria est là. Et nous, de grands absents. Le Nigeria refuse que l'ONU lui donne l'argent pour financer ses élections. Nous étions les premiers à avoir un entraîneur national, en la personne d'Ibenge. Pour une défaite, on ne peut pas chasser l'entraîneur, puisque maintenant tous les pays africains ont les entraîneurs nationaux. Tous les pays, ils ont imité les Congo. Chissé, qui vient de remporter la Coupe d'Afrique. Combien de Coupes d'Afrique il a raté? On ne l'a pas chassé pour ça. Mais Ibenge, nous l'avons chassé. Mais les Arabes l'ont récupéré. Il est maintenant au Maroc. Voilà comment est-ce que nous ne sommes pas conscients. Nous ne sommes pas conscients. Nous devons prendre conscience. Quand on confie à un technicien congolais une responsabilité, dans chaque chose, il y a les hauts et les bas. Ce n'est pas parce qu'on a perdu un match, 2 matchs, qu'on doit chasser cet entraîneur. S'il était mauvais, il ne pouvait pas être accepté à l'étranger. Donc, voici comment est-ce que nous-mêmes, nous détruisons ce que nous devons construire. Changeons de fusil d'épaule, pensons au pays, réellement pensons au pays. Messieurs les députés, faites le travail qui vous a été demandé par le peuple, et le peuple vous sera reconnaissant. Le Congo nous appartient. Nous n'avons que cette nation Congo. On n'est nulle part mieux que chez soi. Mesdames et messieurs, à la prochaine. Naboyokani bobiso na tebo, tusi bwa bayeta uni.